totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne lemanti kala harino kan dubo na bongo sibanda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Dans ce matin, des femmes de RTL Niger au service d'aide médicale SAMU. Geste qui entre dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la femme prévue le 8 prochain. Lancement ce matin au lycée technique d'Ankassawa de Maradi de la 4e édition de la journée du technicien. Détail dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. Avant le développement de tous ces titres, retenez que la 35e édition du Sabre national a débuté cet après-midi à Difa. Le lancement officiel de cette compétition, placé sous le thème « Le renforcement de la paix et de la cohésion sociale » a eu lieu il y a quelques instants et c'est le ministre des Sports, Abdelkarim Damalam, qui a présidé la cérémonie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cérémonie ce matin donc au siège du MOVE Niger de signature de convention entre Gani Gaz et Atlantique Télécom Niger. À travers ce partenariat, les clients de MOVE Niger pourront désormais acheter leurs bouteilles de gaz, de Gani Gaz par le service Flows. Détail avec la télévision Dunia. La présente signature traduit une convention entre Gani Gaz et Atlantique Télécom sur le service Flows de MOVE Niger. Une innovation qui concerne l'acquisition à tempérament ou par achat direct des produits de la société Gani Gaz à travers la transaction Flows. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui nous permet d'ajouter à ce panel de services un nouveau service très important et innovant. Désormais, les abonnés MOVE pourront acheter leurs bouteilles de gaz sur l'ensemble du territoire national via leur compte Flows. En effet, avec le partenariat signé avec l'entreprise Gani Gaz, nous permettons désormais à nos abonnés d'acheter directement une bouteille de gaz dans l'ensemble des régions du pays ou d'acheter cette même bouteille de gaz par tempérament. Tout à l'heure dans la présentation, vous verrez les détails de ce service innovant. Un système fort apprécié par le directeur général de Gani Gaz. Aujourd'hui, nous sommes là pour la signature du partenariat. Le projet, son utilité, c'est de permettre à tous ceux qui sont de faibles revenus d'épargner ou bien de payer partiellement jusqu'à avoir le prix d'une bouteille de gaz. Que vous soyez occupé, vous n'avez pas le temps. Là où vous êtes, il suffit d'avoir un compte Flows. Un compte Flows et à partir de votre téléphone, vous pouvez faire votre transaction selon votre capacité et étaler sur 1 à 6 mois. Donc vous pouvez prendre tout votre temps sans vous contredire dans votre revenu financier. Et c'est pour cela aujourd'hui nous sommes là à l'occasion de la journée de la femme pour lancer ce projet qui est très important. Flows est un service de MOVE Niger qui permet de faire plusieurs transactions, dont entre autres transfert d'argent, achat du crédit, de communication, achat de marchandises et à partir de maintenant, achat de vos bouteilles de Gani Gaz pour lutter contre l'abattage des arbres
autrement dit la désertification. Je le disais dans les titres, en prélude à la célébration de la journée internationale de la femme prévue le 8 mars prochain, l'association des femmes d'Hertel Niger, Hertel Ladies, a effectué ce matin un don en produits pharmaceutiques au service d'aide médicale d'urgence. L'association a aussi initié une journée porte ouverte à l'endroit des femmes députées, des femmes leaders et des étudiantes des écoles professionnelles afin de leur faire découvrir le secteur de la télécommunication. Seyni Mekido Chibril. C'est dans un élan de solidarité et en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme que l'association des femmes d'Hertel Niger, Hertel Ladies, a initié une série d'activités, parmi lesquelles cette cérémonie de remise de dons en produits pharmaceutiques au service d'aide médicale d'urgence SAMU. Ce don d'une valeur de 3 millions de francs CFA vient s'ajouter à la longue liste des activités de responsabilité sociale menées par Hertel Niger. En plus des activités de responsabilité sociale menées par notre entreprise, parmi lesquelles on peut citer la construction et l'équipement des écoles dans les régions de Zender, de Tawa, Maradi, Tilaberi et Difa, l'association Hertel Ladies tente depuis sa création en mars 2011 d'ajouter son empreinte à celle d'Hertel en investissant dans le social, en venant en aide aux populations les plus démunies à travers des actions concrètes. Des actions comme celles que nous menons aujourd'hui. Un geste qui vient appuyer le SAMU. Le terme urgence doit nous interpeller tous, car défini comme étant la qualité de ce qui est urgent, c'est-à-dire qui ne peut être différé. Et permettez-moi donc, au nom du gouvernement et des plus hautes autorités de la République du Niger, de remercier l'association des femmes Hertel Ladies pour cet important don en produits pharmaceutiques et consommables médicaux au SAMU. Ce don d'une valeur de 3 millions de francs CFA vient conforter l'engagement d'Hertel Niger qui soutient le SAMU depuis le lancement de ses activités. Toujours en prélude des activités marquant la Journée internationale de la femme, l'association Hertel Ladies a aussi initié une journée porte ouverte à l'endroit des femmes députées, les femmes leaders et les jeunes étudiantes des écoles professionnelles. Cette initiative vise à faire découvrir aux femmes le secteur de la télécommunication. En tant que femme, d'abord, en tant que femme leader, en tant que femme travailleuse, nous avons décidé donc de commémorer, de célébrer, de marquer la Journée internationale de la femme avec une activité, celle d'inviter donc nos sœurs. Nous avons voulu les inviter pour venir nous échanger avec nous dans notre lieu de travail, visiter notre entreprise, nous connaître, que nous aussi on puisse les connaître, qu'elles sachent comment nous travaillons et puis que nous communiquions ensemble. Cette journée porte ouverte a permis aux visiteuses de découvrir les différents services d'Hertel Niger. Hertel Niger, c'est le réseau primo du Niger, si on peut le dire. Et la découverte de ces locaux nous a permis de découvrir comment les opérations se passent entre opérateurs et clients. Voilà. Ces activités matérialisent les efforts fournis par Hertel Niger dans le développement du leadership féminin. La salle de réunion du syndicat des agents des douanes a servi de cadre ce matin à l'ouverture d'une conférence publique organisée par la coordination intersectorielle de la lutte contre le VIH-Sida et placée sous le haut patronage du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Compte rendu Murtala Zouberou et Ibrahim Ide. Placée sous le thème « Protection des personnes vivant avec le VIH contre la discrimination liée au VIH-Sida en milieu de travail », cette conférence publique rentre dans le cadre de la journée mondiale zéro discrimination liée au VIH-Sida, célébrée le 1er mars de chaque année dans le monde. La directrice pays de l'ONU-Sida, prenant la parole, a brossé les avancées significatives réalisées en matière de connaissances
sur l'infection au VIH et les résultats obtenus pour le bien-être des personnes infectées. Elle est aussi revenue sur les voies et moyens pour mettre fin à la discrimination des personnes infectées par le VIH-Sida. Mettre fin à toute forme de discrimination est une composante clé de la vision de zéro nouvelle infection, zéro décès dû au sida, zéro discrimination de l'ONU-Sida. De nos jours encore, trop de personnes dans le monde continuent à faire face à un traitement inégal à cause de leur race, leur religion, leur nationalité, leur orientation sexuelle, leur incapacité ou leur âge. Et pourtant, beaucoup d'actions peuvent être menées pour combattre la discrimination et encourager l'acceptation de l'autre. À la coordinatrice nationale de la coordination intersectorielle de lutte contre le VIH-Sida de revenir sur la situation de cette pandémie au Niger. La gestion de la riposte au VIH de notre pays est rassurante puisque nous avons réussi une stabilisation à nos jours de l'épidémie et avançons vers une inversion des tendances. Pour réussir cette inversion, nous devons faire face aux défis, dont certains qui persistent depuis l'apparition du premier cas et qui s'appellent stigmatisation, discrimination envers les personnes vivant avec le VIH. En ouvrant les travaux de cette conférence publique, le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale a dans ses propos relevé toute l'importance qu'accordent les autorités de la 7e République aux personnes vivant avec le VIH-Sida et surtout celles qui sont discriminées dans leurs services. Conscient de ces impacts redoutables sur les individus, les familles, les communautés et notre économie nationale, le gouvernement a inscrit la lutte contre le VIH-Sida dans son programme de développement économique et social. La gravité du VIH-Sida sur le monde du travail a poussé les gouvernements, les organisations d'employeurs et celles de travailleurs à engager une lutte commune en adoptant les directives pratiques du VIH-Sida et le monde du travail lors de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale du travail, OIT, en juin 2001. Au cours de cette conférence publique, 2 exposés seront développés, à savoir l'ampleur et l'impact du VIH-Sida en milieu de travail au Niger, l'état de la législation et les mécanismes existants de lutte contre la discrimination liée au VIH-Sida en milieu de travail au Niger. Le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, Marou Amadou, a tenu hier après-midi un point de presse. À travers celui-ci, Marou Amadou était revenu sur les raisons qui ont conduit le Niger à extrader Saadi Kadhafi, le fils de l'ancien guide libyen qui avait trouvé asile au Niger depuis la chute du régime de son père. Écoutons un extrait du point de presse de Marou Amadou. Nous avions remis aux autorités libyennes le sieur Mansour Abdallah, qui avait été bien accueilli dans ce pays et bien traité conformément aux engagements pris par les autorités libyennes. Nous avons cru répondre à ces appels incessants des autorités libyennes pour 2 à 3 raisons. Premièrement, parce que le contexte a bien changé depuis. Deuxièmement, et je venais de vous le dire, la remise de Abdallah Mansour, qui fut bien reçue et nous avons pu le savoir de lui-même. Et au regard de ce que, vous vous rappelez cela également, les conditions pour lesquelles nous avions accueilli Sadi et les autres n'ont pas toujours été, hélas, respectées. Après donc l'extradition vers Tripoli du fils de l'ex-guide libyen Sadi Kadhafi par les autorités nigériennes,
Les réactions continuent de se faire enregistrer. Ce matin, notre reporter Moudi Moussa a tendu son micro à des acteurs politiques ainsi qu'à certains citoyens nigériens. Écoutons leurs réactions. Si vous avez suivi le point de presse du ministre Morou, porte-parole du gouvernement, il a bien dit que le gouvernement libyen s'est engagé à assurer à Sadi Kadhafi une prison décente. À partir du moment où le gouvernement libyen s'est engagé, le Niger ne peut pas faire le gendarme derrière la Libye en train d'aller voir, voilà qu'est-ce qui se passe. Et surtout, qu'un premier Libyen a été livré et qu'ils ont tenu leur engagement. Et pourquoi ne vont-ils pas le tenir vis-à-vis de Sadi Kadhafi? Mais aujourd'hui, Issoufou Mahamadou, il a le choix. Il est président de la République du Niger. Et il a le devoir et l'obligation d'assurer la stabilité dans son pays. C'est pour ça que les Nigériens l'ont élu. Les Nigériens ne l'ont pas élu pour offrir asile à Sadi Kadhafi. Aujourd'hui, si le président Issoufou Mahamadou refuse de livrer Sadi Kadhafi, c'est toujours les mêmes Nigériens qui vont revenir dire que non, nous, il nous sacrifie parce qu'il a eu de bons rapports avec son père. Non, mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, Issoufou Mahamadou, les intérêts du Niger, pour lui, sont au-dessus de tout. Et vraiment, à la MRL, nous pensons que le gouvernement a pris une décision vraiment responsable. Le fait de sauvegarder les relations qui existent entre nos deux pays et maintenant de s'assurer que Sadi Kadhafi aura un traitement humain arrivé en Libye. Parce que si vous voyez un peu le nombre de Nigériens qui vivent en Libye, ils ne sont pas comparables à la seule vie de Sadi Kadhafi. Moi, je pense bien que, comme je l'ai dit, la communauté internationale, en tout cas, elle doit veiller à ce que, que ces fils de Kadhafi véritablement aient une justice équitable et que j'appelle même les ONG, n'est-ce pas, et la société civile libyenne, n'est-ce pas, en tout cas, de se faire sienne ce combat-là pour que véritablement la justice soit indépendante, pour que tous ceux qui ont été impliqués, n'est-ce pas, répondent et de manière en tout cas équitable. Nous, c'est ce qu'on souhaite. C'est un sentiment d'indignation, de surprise, d'incompréhension qui m'anime vis-à-vis de cette décision d'extradition, n'est-ce pas, de Sadi Kadhafi et avant lui, du général Sanoussi et de tous les autres. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que voilà l'autorité qu'il y a en Libye exactement? Non. Ce sont des bandes, ce sont des groupes armés qui s'organisent. Un tel contrôle le nord, un tel contrôle le sud, un tel contrôle. Et au niveau de la capitale, vous avez le CNT qui est là, présent, avec l'appui des autorités occidentales qui ont aidé, n'est-ce pas, qui ont en tout cas créé les conditions pour que Kadhafi soit chassé du pouvoir et tué par la suite. C'est tout. Si vous avez une présence effectivement du CNT à Tripoli, mais dans toutes les autres villes et dans toutes les autres région du pays, c'est lui qui détient le monopole de la violence, qui a un contrôle sur ces portions de territoire. Donc dire aussi que l'appel du CNT était un appel démocratique et républicain. Qu'est-ce que le ministre entend par appel démocratique et républicain? C'est quoi? Quelle est leur conception de la démocratie? Par quel mécanisme on pouvait garantir une justice véritable à l'enfant de Kadhafi, sachant que même les autorités là qui sont là ne sont pas légitimes, ne reflètent pas l'aspiration, c'est la force qui les a amenés. Et celui qui a amené par la force ne peut que faire une justice de force et non la justice qui vient de la volonté populaire. Parce qu'avant tout, la justice est rendue au nom du peuple libyen. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple libyen se retrouve à travers ces autorités-là? Voilà la grande question qu'il faut se poser. Depuis déjà plus d'une année, le fils du guide libyen qui a trouvé refuge au Niger n'a cessé de se manifester, mettant en péril ou essayer de mettre en péril les relations entre le CNT et le Niger. Et nous estimons que
c'est une question de souveraineté pour le Niger. Le Niger a pris de considération internationale. Il a signé des conventions et des traités, surtout en ce qui est des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si à une époque le Niger avait une certaine réticence à livrer le fils de Kadhafi, Sadi, aux dirigeants de la CNT, c'était quelque part parce qu'il y avait jusque-là des craintes d'un procès juste et équitable. Et les conditions depuis lors ont changé en Libye et que tous ceux qui ont été transférés de certains États africains, même d'Europe vers la Libye, quand même sont en train d'être bien traités. Et d'autre part, il faut rappeler que le fils à Kadhafi n'a malheureusement pas facilité la tâche aux autorités nigériennes. Ces jaillissements ont quelque part voulu créer la déstabilisation du sud libyen. Ce serait manquer à ces engagements pour le Niger que de permettre à ce que le Niger soit une base arrière pour les Kadhafistes. Lancement ce matin au lycée technique d'Ankassawa de Maradi de la 4e édition de la journée du technicien sous le thème « La place de la formation professionnelle et technique dans un pays en voie de développement cas du Niger ». Compte rendu aussi Abdraman Abdulkader Ilyas. Créé le 3 octobre 1970, le lycée technique d'Ankassawa de Maradi est l'un des premiers établissements à vocation professionnelle qui forment des cadres nationaux dans diverses disciplines techniques, à savoir l'informatique, l'électromécanique, la maintenance et bien d'autres. L'amicale des anciens élèves du lycée technique de Maradi est un cadre d'échange et d'appui à cet établissement considéré comme véritable réservoir du marché de l'emploi dans notre pays. C'est d'ailleurs ce qui ressort du thème de cette 4e édition de la journée du technicien, qui est la place de la formation professionnelle et technique dans un pays en voie de développement cas du Niger. Nombreux étaient les personnalités et les représentants d'associations et d'ONG qui se sont succédés devant la tribune pour évoquer la place de cet établissement dans la formation professionnelle et technique dans notre pays. Parmi ces interventions, on note celle du représentant de l'ONG Niger Braise. Le proviseur du lycée technique d'Ankassawa de Maradi a, dans son intervention, fait la genèse des infrastructures dont dispose cet établissement depuis sa création. Le lycée technique dispose d'importantes infrastructures. Je peux citer entre autres, on a 24 classes ordinaires, on a 4 salles de dessin, une salle de dactylographie, un super café, 2 salles d'informatique, cette fois-ci bien équipées avec dons de l'UNESCO et du projet d'appui au développement de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. Notre laboratoire de physique chimie qui a été mentionné, un laboratoire de sol et de béton. On a 5 ateliers de fabrication mécanique, d'électrotechnique, de génie civil, de construction métallique et de menuiserie bois. En prononçant le discours d'ouverture de cette cérémonie, le ministre des Enseignements professionnels et techniques a souligné que l'enseignement professionnel et technique est une priorité pour le président de la République. Le lycée technique a été une véritable pépinière pour la formation des cadres de notre pays, ce que traduit l'excellente réussite des anciens élèves du lycée de Maradi dans tous les secteurs de la vie économique, sociale, administrative et politique de notre pays. Le secret du développement est dans l'éducation, mais une éducation qui donne à l'homme des compétences et qui lui permettent d'avoir un savoir-faire. Pour asseoir le Niger de demain, fait de développement, de progrès et de bien-être pour l'épanouissement de nos populations, il nous faut de la volonté et de la détermination. Cette détermination anime les autorités de la 7e République. Après le discours officiel, s'en ont suivi des visites guidées dans les ateliers de formation du dit établissement, puis au complexe technique Goulbi, au centre artisanal et au centre de formation des personnes en situation d'handicap. Une visite de courtoisie au sultanat du Katsina a sanctionné la cérémonie. La ministre déléguée auprès du ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire a entrepris hier une série de visites qu'il a conduit sur le site des sinistrés 2012 installé à Seno, à l'hôpital ophtalmologique
de Wadata, ainsi qu'au bureau du Qatar Charity et à la direction régionale du plan. Objectif, faire l'état des lieux des réalisations faites par les partenaires. Hima Seibou pour le compte-rendu. S'enquérir des réalisations faites par les partenaires dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie des populations et les encourager. Tels sont entre autres les objectifs de cette visite de terrain de la ministre déléguée auprès du ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Seno a constitué la première étape de cette visite. Ces sites abritent 800 ménages victimes des inondations de 2012. Ces sinistrés ont été appuyés par l'ONG Qatar Charity qui a construit des logements sociaux à 31 ménages. Pour le représentant de Qatar Charity, cette visite est une marque d'estime qui les honore à plus d'un titre. Il a par ailleurs présenté de façon sommaire son organisation. Le chef de village de Seno, tout en remerciant Qatar Charity et la ministre déléguée, a émis quelques doléances allant dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie. Deuxième étape de cette visite, l'hôpital ophtalmologique Maka de Wadata. Après une visite guidée des lieux, le directeur du dit centre a présenté son établissement, ses domaines d'intervention, les différentes réalisations ainsi que les perspectives pour 2014. Le bureau Qatar Charity du Niger a constitué la troisième étape de cette visite. Là aussi, la ministre déléguée et sa délégation qui l'accompagnaient ont eu droit à une brève présentation de cette association caritative ainsi que sur les investissements et réalisations faites de 2008 à 2013. Quatrième et dernière étape, la ministre et sa délégation se sont rendus à la direction régionale du plan où d'amples explications leur ont été fournies par le responsable de cette direction. Très satisfaite de ces visites, la ministre déléguée nous livre ses impressions. C'était donc de constater les réalisations des ONG et associations durant ces dernières années, de savoir quelles sont leurs perspectives pour les années à venir. Ensuite, maintenant, les informer sur le processus d'élaboration des plans de développement régional qui est en cours. Vraiment, ces ONG s'investissent beaucoup dans le développement de notre pays. Au niveau des différents sites visités, vraiment, nous avons été satisfaits des réalisations. Et au niveau de la direction régionale aussi, nous sommes vraiment satisfaits de constater que cette direction-là est bien dotée en ressources humaines particulièrement. Ces visites s'inscrivent dans le cadre du processus d'élaboration des actions afin de permettre au gouvernement de réduire les disparités inter- et intra-régionales qui existent. Les travaux de la mission conjointe Banque mondiale, Agence française de développement ont pris fin hier après-midi à l'INDRAP. C'était à travers une cérémonie présidée par la ministre de l'Enseignement primaire et de la promotion des langues nationales. Compte rendu Halimatou Abdou et Soumela Dandi. Cette présente cérémonie, qui a réuni autour de la ministre de l'Enseignement primaire, les directeurs généraux et centraux des enseignements secondaires et primaires, le représentant de la Banque mondiale, le chef de file des partenaires techniques et financiers et les membres de la mission Banque mondiale, Agence française de développement, a pour objectif de faire le point des échanges entre les membres de la mission et les différents experts de l'éducation après 11 jours de travaux. Une mission qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSF 2014-2024. Les collègues de la Banque mondiale, de l'AFD, mais aussi d'autres bailleurs qui ont participé à certaines réunions. Tout le monde s'est fortement mobilisé et ça a permis à cette mission d'atteindre un certain nombre de résultats, d'avancer. Cette mission, évidemment, était dans la continuité de celles qui ont eu lieu avant. C'est un programme qui est en cours de préparation depuis un certain temps déjà. Et donc, l'objectif était avant tout de préciser certaines choses et de préparer le démarrage. Très important pour ce processus. Ils vont être déterminants dans la finalisation de tous les documents nécessaires à la négociation et la mise en vigueur du financement du PME et plus tard de l'AFD.
lettre d'entente, accord de financement, plan de passation de marché, manuel de procédure, un arrêté portant sur la mise en place du comité du pilotage. Le représentant de la Banque mondiale et le chef de file des partenaires techniques et financiers ont tour à tour pris la parole pour d'abord saluer les efforts fournis par les membres de la mission avant de réaffirmer leur engagement à accompagner le Niger jusqu'à l'aboutissement du processus final, à savoir la signature des accords et des financements. La ministre de l'enseignement primaire, prononçant son discours de clôture des travaux, a remercié tous les acteurs qui ont travaillé pour partager les données avant de rappeler les composantes dans lesquelles les financements seront investis. Il me plaît de remercier tous les acteurs ici présents qui ont travaillé pour planifier des interventions, prévoir les difficultés et anticiper même sur les solutions, afin que le Niger et ses partenaires soient au point pour la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSF 2014-2024. Durant 11 jours, y compris les dimanches, les équipes AFD et Banque mondiale et les ministères en charge de l'éducation ont passé en revue les 6 composantes décrivant les domaines dans lesquels ce financement allait être investi. Il s'agit de l'élargissement de l'accès à travers la construction de 1650 classes, l'éducation de la jeune fille, et cette composante concernera l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, de l'amélioration de la qualité à travers l'acquisition des manuels, la formation des enseignants et la construction de 3 écoles normales, du renforcement des capacités des ministères des enseignements primaires en matière de gestion, aussi bien au niveau central que décentralisé, et y compris au niveau des écoles. À noter que les 2 ministères en charge de l'éducation s'engagent désormais à suivre de près l'exécution de ce vaste programme et de mettre en œuvre harmonieusement le programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSF 2014-2024 afin que le Niger puisse disposer d'une solide base de formation des élèves et étudiants. En mission dans la région de Tawa, une de nos équipes s'est intéressée à la mosquée de Yahama, une mosquée construite traditionnelle dont la renommée a franchi nos frontières avec le prix international d'architecture Aga Khan. Plus de précisions dans ce reportage signé Isdor Banaba et Ibrahim Ide. La mosquée de Yahama a été construite dans les années 1960 par la communauté locale. Construite entièrement en banco, elle est l'œuvre d'un architecte traditionnel, Elhaji Mahmoudou, dit Falke Barmou. Bien qu'elle soit bâtie sur l'inspiration traditionnelle, l'originalité de cette mosquée a franchi les frontières nationales, notamment en 1966, lorsqu'elle obtient le prix international d'architecture dénommé Prix Aga Khan. Aujourd'hui, la mosquée de Yahama est placée 4e sur la liste indicative nationale des biens culturels du Niger. Elle est caractérisée par un dôme central et de 4 minarets, dont un placé à chaque coin. Les murs extérieurs sont percés de petites fenêtres rectangulaires. La mosquée de Yahama est aujourd'hui le lieu de rassemblement des fidèles musulmans pour la prière de vendredi, bien qu'elle soit confrontée à un certain nombre de problèmes. Située en plein cœur du village de Yahama, dans la commune de Badagishiri, la mosquée de Yahama sert de modèle de construction pour d'autres mosquées. Au vu des matériaux utilisés, la mosquée de Yahama est exposée à plusieurs risques dus à sa fragilité. C'est pourquoi des travaux de réfection en vue de préserver cette mosquée, considérée comme un patrimoine par les populations locales, ont été entrepris par une ONG locale. Le volet reportage de cette édition nous amène à la découverte du jardin Guntu-Yena dans le quartier Zongo de Niamey. Un jardin dans lequel de nombreuses familles y travaillent afin de subvenir à leurs besoins. C'est un constat signé Isdor Banaba et Issa Hassan.
Étalé sur une superficie d'environ 50 hectares, le jardin Guntu Yena se trouve en plein cœur de Niamey, la capitale, dans le quartier Zongo. Se trouvant là il y a un peu plus d'un siècle, Guntu Yena est exploité par plus de 200 familles et c'est environ 1 millier de personnes qui vivent des activités maraîchères qui y sont pratiquées. À l'intérieur de Guntu Yena, au-delà de la fraîcheur, allusion faite à son nom, plusieurs activités génératrices de revenus, notamment les cultures de contre-saison, y sont ainsi pratiquées. Ce jardin approvisionne en partie nos marchés en légumes. En plus des cultures maraîchères, de nombreux arbres fruitiers y sont plantés. Dattiers, papayers, citronniers, la liste est longue. La vision globale des personnes qui travaillent dans ces vergers est de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire par la diversification et l'intensification des cultures. Guntu Yena apparaît donc pour ses propriétaires comme un laboratoire expérimental de différentes variétés de cultures, passant de simples légumes aux céréales comme le maïs. En plus d'être un endroit propice à la pratique des cultures de contre-saison, il faut dire que Guntu Yena est au-delà l'un des poumons de la capitale de par la fraîcheur et l'oxygène qu'il offre à la population. Mais hélas, ce jardin risque, à en croire les propriétaires, de disparaître au profit d'un hôtel luxueux. Point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.